Madame, Messieurs, bienvenue dans cette émission spéciale Perspective pour la RDC. Il y a un nouveau pouvoir à la tête du pays depuis plus de 6 mois maintenant. Que pensez-vous du développement de la RDC? Quelles sont les perspectives d'avenir pour arriver à développer la RDC? C'est la question que nous pouvons poser ce soir au professeur Faustin Luanga. Bonsoir. Bonsoir, Ambroise. Professeur Faustin Luanga est haut fonctionnaire de l'Organisation mondiale du commerce, OMC, basé à Genève. Il est chargé du département Asie-Pacifique, c'est un portefeuille des 62 pays. Il est professeur d'université, ancien conseiller économique du chef de l'État. Je pense que c'est ça. Bon, je suis congolais. Congolais. Citoyen congolais. Citoyen congolais. Avec droit de citer. Justement. Voilà. Professeur, nous parlons des questions de développement de la RDC. Il y a un nouveau pouvoir à la tête du pays. Lorsqu'on parle du développement de la RDC, les Congolais sont pessimistes. Ils sont pessimistes qu'optimistes. Il vous arrive de constater ce pessimisme des Congolais? Oui, c'est visible, c'est du vécu. Parce que le développement n'est pas un slogan et ne doit pas être un slogan. Le développement doit se vivre. L'accès aux soins, le manque d'aller à l'éducation, parce qu'en économie, en tant qu'économiste, on définit le développement par une augmentation quantitative de l'existant, pour manger assez, et qualitative, pour manger une nourriture de bonne qualité. Vous avez accès aux soins, vous avez accès aux soins de bonne qualité, vous allez à l'école, vous avez accès à l'école, et vous avez accès aussi au contenu du programme de l'école. Les routes, les infrastructures, c'est ça, une définition un peu simple de développement. Est-ce que les Congolais ont accès à tout ça? Et quand vous regardez l'habitat, est-ce qu'ils vivent décemment? Est-ce qu'il y a une augmentation quantitative même de l'habitat et des maisons décentes? Soins de santé, éducation, ça on parle du social. On revient aussi à la notion de revenu. Pour définir la pauvreté ou le développement, on voit les revenus, l'accumulation des ressources. Depuis que vous et moi avons terminé nos études, est-ce que nous avons vu notre argent augmenter? Il y a des gens qui touchent le même salaire pendant 15, 20 ans, et même sur le plan réel, le salaire a diminué avec l'inflation. Alors, il y a des doutes, le pessimisme des Congolais moyens qui regardent sa vie. Les Congolais actuels, les gens, certains regrettent l'époque coloniale, ils disent, certains regrettent le passé, ça veut dire que l'avenir s'assombrit. Mais on ne doit pas être pessimiste. Il y a des secteurs qui évoluent, le secteur des télécommunications, il y a des secteurs des gens qui travaillent dans des secteurs porteurs comme les télécommunications, les mines. Ils voient un peu l'amélioration de leurs conditions de vie. Malheureusement, la majorité a toujours ces difficultés. Justement. Et le nouveau pouvoir qui est arrivé à la tête du pays, depuis 6 mois, nous l'avons dit, à la quête de ce développement, est allé vers le FMI. On a vu le chef de l'État dernièrement, lors de son voyage aux États-Unis, aller parler avec Christine Lagarde, justement parce qu'il estime qu'entrer en programme avec le FMI peut arriver à amener le pays vers le développement. Pensez-vous que ce soit l'idéal d'aller vers les institutions de Bretton Woods? Bon, oui ou non? Parce qu'il faut comprendre les contextes pour lesquels les pays font appel à ces institutions, dont particulièrement les FMI. C'est comme quand on est malade. Quand vous êtes malade, vous pouvez apprécier votre état. Si vous voyez que ce n'est pas très grave, vous pouvez vous permettre de l'automédication. Si vous voyez que la situation s'empire, vous n'avez pas de choix que d'aller voir un médecin. On a vu ici les programmes de l'ancien Premier ministre Matata, son gouvernement, pendant presque 4 ans, on n'était pas en programme avec les FMI. Bien sûr, c'était une rupture un peu brutale, mais on n'était pas en programme. Il a géré à sa façon, maîtrisant les cadres macroéconomiques, c'est qu'il n'y avait pas vraiment de déséquilibres qui poussent les pays à recourir aux soins des FMI. Est-ce qu'actuellement, nous sommes sous cette menace pour recourir au FMI? Le FMI intervient pour aider les pays quand il y a de grands déséquilibres, à savoir les prix, l'inflation est très élevée, la production stagne, on parle même des récessions, la dette augmente, les réserves d'échange ne sont pas là, c'est que les pays
fait difficile. Nos réserves d'échange actuellement sont à 3 semaines seulement. Ce que ça signifie, les Congo, comme pays, peut survivre seulement 3 semaines. On s'étouffe, c'est peu. Imaginez-vous si vous êtes en famille, vos capacités s'arrêtent à 3 semaines. C'est que là, sur ce plan-là, on est vraiment coincé. Les prix augmentent, mais n'augmentent pas exagérément actuellement. On a vu les prix, la tendance était à la hausse. Par contre, ce qui nous inquiète plus, c'est la chute des prix des matières premières. Nous voyons ce que l'attente de recettes fiscales diminue parce que nous prélevons plus, notre économie dépend des mines. Quand vous voyez le cobalt qui était à 90 est aujourd'hui 90 000 $ la tonne, se vend maintenant à 26 000. C'est que les attentes font peur et l'appui budgétaire, le gouvernement n'a pas assez de moyens et cherche cette aide. Mais c'est une aide conditionnelle. Il faut faire attention à FMI. Parce que quand vous venez, vous attendez votre médecin qui vous diagnostique. Mais je crois que nous allons revenir. Mais vous attaquez malade, vous devez avoir aussi des attentes. Est-ce que nous devons corriger tout ça, subir les conditionnalités des FMI? Les autorités actuelles pensent que le Congo, l'économie congolaise, a tellement de faiblesses qu'il nous faut être accompagnés. Justement, le FMI a mené une mission ici au pays, à Kinshasa et à Lubumbashi, fin mai et début juin. C'était des consultations. Ces discussions ont porté essentiellement sur les politiques pouvant permettre à l'RDC de diversifier son économie. Et le FMI a fait certaines recommandations. Il est vrai que ce sont les équipes des services du FMI qui n'engagent pas directement les conseils d'administration qui ont fait certaines déclarations, notamment il faut simplifier la fiscalité pour arriver à diversifier. Est-ce que cette proposition est bonne? Bon, il y aura toute une panoplie de mesures que le FMI va proposer. C'est que quand les experts des FMI viennent, ou bien que nous, de l'OMC, quand nous allons quelque part, nous faisons une analyse complète de l'économie en regardant ses forces et faiblesses. Et il en sort de ces consultations des FMI sous l'article 4. Après évaluation, ils ont passé presque 2 semaines à Kinshasa et à Lubumbashi. Il en sort des faiblesses structurelles. L'économie est fortement dépendante du secteur minier, fortement dollarisée. Et quand les prix des mines, des matières premières chutent, qui sont exprimés en dollars, et notre économie est fortement dollarisée, ça fera beaucoup de dégâts. Ça, c'est le premier constat. Pour essayer et diminuer aussi les recettes. Un autre constat, la manière de gérer ces recettes, on parle de situation de la gouvernance au niveau des finances. Ce n'est pas que ça soit mal géré, mais la mobilisation des recettes ne reflète pas vraiment les attentes. Nous savons que notre économie, le PIB de notre économie, c'est autour de 50 milliards. En principe, la pression fiscale, quand on regarde notre budget, est autour de 5 milliards, ce qui représente autour de 1/10. Au moment où, dans la plupart des pays africains, c'est 20%. C'est que nous avons encore la marge d'augmenter la mobilisation des recettes, mais où vont les recettes? D'où les problèmes de plusieurs structures, plusieurs taxes. On en a dénombré presque 350 à 400 au niveau national. 350 taxes. Oui, au niveau décentralisé. Et toutes ces taxes ne sont pas centralisées et récupérées proprement. Alors ça pose un problème. Et le FMI a dit, premièrement, il faut diversifier l'économie, c'est qu'il faut investir dans des structures on va discuter de ça au courant de l'émission. Et quand le programme viendra, à la demande du gouvernement, avec les experts, je crois que le programme qui nous sera soumis doit intégrer l'assainissement des finances publiques, le rétablissement des équilibres, des fondamentaux comme on les appelle, et bien sûr, les investissements pro-pauvres pour diversifier un peu l'économie dans des secteurs qui emploient beaucoup de la main-d'œuvre comme l'agriculture, les services, les transports. Et un constat aussi du FMI, c'est que la croissance du PIB était à 3,7 en 2017, 5,8 en 2018,
et elle pourrait être de 4,2 en 2019. Cela est dû au ralentissement de l'activité minière parce que les prix du cobalt avaient baissé. C'est toujours flottant. Dépendant d'un seul secteur, ce n'est pas suffisant, professeur. Bon, il y a des potentialités de croissance énormes au Congo. Parce que je crois, si les gouvernements mettent en place un bon programme, il pourrait y avoir boom. On peut les ressentir. Malheureusement, on se contacte trop, on ne dépasse trop de mines. Quand on sait la plupart de la population ne travaille pas dans le secteur minier. Voilà pourquoi on ne ressent pas les retombées du secteur minier. C'est un secteur complètement extraverti, qui ne transforme presque rien. Il y a la loi de la sous-traitance qui n'est pas utilisée, rien n'est transformé, tout est exporté. Et en plus, la taxation qui était jusque-là, elle était de 3%. La politique minière du Congo est basée pas sur le partage de production qui ferait que quand ça explose, le pays tire beaucoup. Mais c'est sur la taxation seulement minière et des valeurs superficielles. Beaucoup de concessions minières ne sont pas sous exploitation. Ce sont des carrés minières qui sont mis en jachère et dont les propriétaires spéculent en bourse et rétribuent au Congo des infimes droits parcellaires, ce qu'ils possèdent. Il faudrait qu'on arrive à valoriser ce secteur, à transformer, à procéder même aux premières transformations. Par exemple, prenez les cuivres, qu'on transforme des barres de fer et tout ça, ou des barres de cuivre, des fils de cuivre. Ne fût-ce que cette première étape. Vous prenez le cobalt. On n'investit pas au Congo sur la transformation du cobalt. Et nous sommes les grands pays des réserves. Vous prenez les coltans. C'est la même chose. On a fait le nouveau code minier. Oui, justement, on a salué l'arrivée du nouveau code minier. Les royalties ont augmenté, les redevances ont augmenté. Mais, finalement, il semble qu'on a salué l'arrivée de ce code minier pour rien. Non, ce n'est pas pour rien. Les recettes pourraient augmenter. Mais on ne doit pas s'arrêter. Tout n'est pas la taxation. Quelle est la politique minière? Ce n'est pas les codes miniers. La politique minière, par filière, devait définir, par exemple, quelques produits stratégiques. On a défini. Il y a un décret qui pointe, ou bien qui énumère quelques produits stratégiques pour qu'ils soient seulement taxés. Non. C'est que quand vous définissez la politique des produits stratégiques, il faut maintenant concevoir des politiques qui partent de l'exploration, exploitation, transformation, distribution et vente de ces produits. Nous voyons, on n'aime pas qu'on les cite. Le Rwanda voisin a installé une usine de transformation des coltans, a installé une usine de transformation, raffinage de l'or. Ils ne produisent pas ces produits. Mais nous qui avons ce produit, on devrait choisir quelques produits. Même ces quelques produits, or, coltan, cobalt, cuivre, où sont les raffineries? Ça coûte 5 millions. Ça devait quand même nous interpeller. C'est une honte de voir que tout un pays... 5 millions, c'est par rapport à l'exemple du Rwanda. Ça, c'est l'exemple du Rwanda. Nous, on pouvait faire même plus. On a vu les projets de 100 jours. Mais ils auraient pu aussi prévoir peut-être quelque chose de durable pour transformer, pas seulement colmater les routes. Bon. Et faire des choses, bon, ils ont fait quand même plus, les écoles et autres choses qu'ils ont promis dans les 100 jours, mais ça aurait été un signal fort de dire, dans les 100 jours, on a négocié une usine, des raffineries, des coltans qui seraient installés. C'est un exemple. Là, on pourrait voir que les pays se dirigent vers la transformation. Parce qu'on parle un peu de le projet de 100 jours. Ce qu'on a regretté, les gouvernements, on arrivera vers la fin certainement de votre émission quand on parlera des détails. Du gouvernement, on va parler du gouvernement. Mais le programme en question n'a été exécuté pas par des sociétés congolaises, il paraît, ce sont des sous-traitants, des étrangers, des sociétés étrangères. À ce rythme-là, vous n'encouragez pas l'éclosion des petites et moyennes entreprises congolaises. Voilà, on va continuer. Il y a eu quand même des déclarations qui ont été faites par le FMI, mais il y a un problème d'attente. Lorsque le pays veut s'engager avec une institution du Bretton Woods, par exemple, que doit faire le nouveau pouvoir face à une institution comme telle pour ne pas arriver à être englouti dans la série des conditionnalités? Bon, les conditionnalités, on ne peut pas les empêcher. C'est comme je disais, quand vous êtes malade, vous voulez guérir, vous devez boire les médicaments. On va vous dire, vous aimez la bière, il ne faut pas boire pendant 3 jours.
On peut vous dire, reposez-vous. Ça, ce sont des conditions pour un malade, si je peux emprunter cette métaphore. Une économie congolaise malade devrait subir la cure pour guérir. Si la tendance est à l'inflation, il faudra la bloquer en minimisant les trains de vie de l'État, par exemple. Ça, ce sont les attentes des FMI. Les trains de vie de l'État doivent diminuer, à savoir les dépenses doivent diminuer. Et la qualité de la dépense est très importante. La qualité de la dépense, ça veut dire quoi? On dépense dans quoi? Est-ce que c'est la dépense d'investissement ou quoi? On l'a vu les 3 dernières années ici, les Congo, tous les budgets de l'État du Congo, il n'y a pas eu de budget d'investissement. C'est-à-dire pendant 3 ans, c'est comme si c'était un pays mort qui n'a rien investi. Tout l'argent a été utilisé pour les frais de fonctionnement. Ça, c'est la mauvaise qualité des dépenses. La bonne qualité des dépenses, c'est ce qui rapporte un peu de l'argent parce que ça tourne. Ça, c'est la qualité des dépenses. Le train de vie de l'État. Ça, ce sont des contraintes qu'on va vous exiger. Et des fois, on peut demander qu'on dégraisse un peu la taille. La taille du gouvernement, ou on la est taille actuellement à 65 membres. Bon, voilà. Ça, c'est pour diminuer, comprimer les dépenses. Parce que c'est facile de comprimer les dépenses que de générer les recettes. Voilà pourquoi la plupart des conditionnalités du FMI commencent par la compression des dépenses. Et quand on comprime les dépenses, il y a des secteurs qui souffrent. Mais on peut dire, professeur, déjà qu'il y a une déception de la part du FMI lorsqu'on constate que là où on demande la réduction du train de vie de l'État, il y a déjà un gouvernement de 65 membres qui va être formé bientôt. Bon, le nombre 60 ne signifie pas encore. Le Congo, c'est un grand pays avec 80 millions. Bon, comparativement au grand pays, on aurait pu recentrer, mais il faut comprendre que il y a une coalition, il y a les attentes politiques qui conditionnent la survie peut-être du pays ou la paix. Qui force également un train de vie de l'État élevé. Bon, ce sera, on ne peut pas s'en empêcher de passer, mais si on réprime la taille des ministères, des conseillers et tout ça, ça devait être gérable parce que c'est presque la même taille que les gouvernements actuels. Pour revenir à la simplification de la fiscalité, il y a une proposition qui revient tout le temps, fusionner les 3 régies financières en une seule. C'est une bonne proposition parce que dans la plupart des pays, c'est la tendance. Ce n'est pas parce que c'est de la tendance ailleurs que ça se justifie. On pense qu'il y a beaucoup de doublons. En fusionnant, ça va augmenter des synergies et diminuer des doublons. Ainsi, par exemple, il n'y aura pas 3 passages de contrôle, par exemple. Il peut y avoir le service des impôts est parti, ou bien qu'on peut les appeler autorité générale des impôts, ou bien autorité nationale des impôts. Ça dépendra de quel nom on les donnera. Et les autres deviennent des départements. Mais la réforme ne doit pas s'arrêter au niveau institutionnel. Il y a un sérieux problème de management, un sérieux problème de corruption dans ces régies, un sérieux problème de manque de contrôle aussi. Regardons ces institutions. Elles sont 3 régies, la DGRAD, la douane et les services des impôts, qui ont mobilisé presque la moitié des attentes budgétaires. Nous sommes au mois de juin, on a parlé de 1 milliard. On attendait 2 milliards. On attendait. Non, la DGA, c'est 600 millions. On attendait qu'elle contribue à 1 milliard. Curieusement, ça fait du bruit sur la toile. Bon, ça fait la moitié. Les impôts, qui a déjà mobilisé les entrées de mars, parce que c'est la rentrée fiscale au Congo, aura de la peine à produire plus. Et puis, la DGRAD va apporter, voilà les 3 institutions, bien sûr, il y a les autres au niveau de la télécommunication, ça vient de la DGRAD, c'est que notre assiette fiscale, on la sait, elle est petite, mais les capacités de mobilisation aussi nécessitent qu'il y ait des réformes dans la pratique des collectes fiscales aussi. Alors, professeur, à la fin du règne du régime Kabila, il y a eu des chocs politiques. Il y a eu même de retrait de soutien des donateurs qui a été retiré pratiquement. Aujourd'hui, il y a un nouveau pouvoir qui est allé vers le FMI, vers les donateurs.
Mais aujourd'hui, entrer en programme avec le même FMI, est-ce qu'il soit facile parce qu'on est pratiquement devant deux partenaires à deux visions opposées? Bon, d'abord, ce n'est pas acquis, parce que jusque-là, la demande, elle était verbale. Bon, je n'ai pas de documentation si on l'a rendu formel. Bien sûr, c'était le président qui s'était rendu aux États-Unis et là, le président a rencontré Madame Lagarde du FMI, il a sollicité l'accompagnement. L'accompagnement a l'avantage qu'il peut crédibiliser les réformes. Parce qu'on sait que vous êtes en réforme, certains investisseurs se sentiraient un peu protégés en disant il y a les gardiens du temple, comme on l'appelle, le FMI est là, il veille à ce que le pays respecte ses engagements. Ça va crédibiliser les réformes en cours. C'est comme quand les étudiants savent qu'il y a un examen, bien sûr, mais il y a un contrôleur, tout le monde se comporte peu bien. Ça, c'est l'aspect purement psychologique et institutionnel. Mais les réformes, c'est les Congos qui vont l'exécuter. On entrera en réforme, mais si ces réformes sont bien exécutées et respectées, ça pourra porter des fruits. Mais si ce n'est pas bien exécuté, ça ne portera pas de fruits. L'autre tendance, l'assiette congolaise, fiscale congolaise, dans laquelle sera basée les réformes, c'est une vision de développement de tout un pays. Je vous ai dit au début de l'émission, notre capacité de production, ce qu'on appelle produit intérieur brut en jargon économique, n'est que de 50 millions. La pression fiscale, c'est que nous prélevons 5 milliards. Même si on double les recettes, on a déjà 350 taxes. Si on veut doubler ça, c'est qu'il faut soit augmenter les taxes ou bien augmenter les taux de taxation. Mais il nous faudrait l'élargir en créant des unités de production. Où sont les usines congolaises? Ce sont des brasseries, des cimenteries, des minoteries. Vous savez ce que c'est une minoterie? C'est pour moudre la farine. En important des fois de maïs, on n'en produit pas. Les rizeries, il n'y en a presque pas. Ça, c'est pour des produits élémentaires. On importe presque toute la nourriture. Le Congo a cette caractéristique minable de dire nous consommons ce que nous ne produisons pas, nous exportons ce que nous produisons. Il faut changer la vision de l'économie pour produire davantage au Congo ce que les Congolais consomment. Professeur, vous avez dit que le FMI est comme un médecin au début. Mais je vous pose cette question qui a un aspect politique dedans. Il y a une coalition aujourd'hui au pouvoir qui a deux groupes. L'un de ceux qui s'appellent souverainistes et un autre des amis des Occidentaux. Est-ce que ce n'est pas un obstacle par rapport à cette volonté d'aller vers ce médecin et que les deux partenaires de la vraie fausse coalition, parce qu'on appelle comme ça par certains ONG des droits de l'homme, vraie fausse coalition, qui pourrait clasher à un moment ou à un autre? C'est un choix politique d'aller vers les FMI. On n'est pas obligé d'y aller. Ah, d'accord. Ça, c'est la première remarque. Le FMI vient à la demande du pays. Le FMI, c'est une institution de membres qui ne vient que quand le pays l'appelle. Cette mise au point est faite. C'est un gouvernement, je crois, de coalition qui sera mis en place, pas de cohabitation. Ça signifie que le programme qui sera présenté ne sera pas un programme de cash, de FCC, ça sera un programme du gouvernement Ilukamba, qui sera adopté ou bien validé au Parlement. Ça devra le programme congolais. Et les ministres ont l'obligation de mettre en œuvre le programme du gouvernement. En les mettant en œuvre, il ne sera pas là ministre des cash, au ministre des FCC, en train de mettre en œuvre les souverainistes, ou bien les nationalistes, ou bien les impérialistes, attitude de leur parti. Non. Ils sont en train de travailler pour présenter un programme commun du gouvernement pour l'intérêt du peuple congolais. Ça, c'est mon attente
Je n'ai pas accès, je n'ai pas eu accès à leur programme, mais je peux un peu anticiper que ce sera le cas. Est-ce que ce programme sera pro-Congo ou bien aura l'ambition d'améliorer le bien-être des peuples congolais? Nous ne pouvons que le souhaiter. Et pour que cela se réalise, bien sûr, on a besoin que les ministres travaillent bien. On a besoin, parce qu'on a fait les choix, d'être accompagné par les FMI. On peut ne pas faire les choix, mais il faudra maintenant trouver ces supports budgétaires qu'ils vont nous donner. Certainement 500 millions ou bien 1 milliard. Ça ne sera pas beaucoup. Quand vous regardez le plan de 100 jours à consommer presque l'équivalent du même montant, c'est qu'il y a lieu de vivre sans les FMI. Matata l'a fait pendant tout son mandat. On a vécu sans FMI. Mais le comble, c'était la même petite assiette. Pour vivre sans FMI, l'avantage d'être sans FMI, c'est quoi? Il n'y a pas de conditionnalité. On peut innover, on peut réfléchir comment chercher l'argent. Mais chercher l'argent quand vous n'êtes pas crédible, demander à un type qui n'est pas crédible si une banque peut lui faire un emprunt. Non. C'est qu'il faudrait d'abord que les politiques se crédibilisent, l'économie se crédibilise, on peut lever les fonds. On a vu le cas de Ghana qui a dit au revoir à FMI. Ils ont levé, ils voulaient lever 10 milliards, ils sont finalement arrivés à lever 20 milliards de dollars sur le marché. Le Congo peut le faire, mais on doit être d'abord crédible pour le faire. Merci, professeur. Il y a quand même quelque chose, on n'a pas encore le programme du gouvernement. On a quand même les discours du chef de l'État, son discours d'investiture. Quelles peuvent être les priorités des priorités pour le gouvernement Ilunkamba? Bon, je crois le discours d'investiture du chef de l'État, parce qu'il doit travailler en symbiose avec son Premier ministre, constitue la base où on peut trouver certains de ces éléments. Quoique son cabinet et lui-même ont eu à mettre leurs programmes déjà dans les 100 jours pour avoir des projets à impact rapide et visible. Nous pouvons, quand vous regardez ces projets, ce programme de 100 jours, il y a certains projets qui débordent les 100 jours. Je crois que ça devrait être incorporé comme priorité pour que ça soit finalisé dans le temps, sinon il y aura des chantiers inachevés. Vous prenez les sept moutons, vous prenez les constructions des maisons sociales qui n'ont pas encore commencé. Il y a beaucoup de chantiers qui ont commencé, qui devaient être finis dans les programmes coulés des gouvernements Ilunkamba. Qu'est-ce qui pourrait être prioritaire? Là, je théorise parce que je n'ai pas lu leur programme. Nous avons dans ce pays quand même beaucoup de projets qui ont existé. Il y a l'aspect prioritaire, je crois, c'est l'amélioration des conditions de vie. Ça, c'est l'objectif. On devait essayer de diminuer l'impact du secteur minier ou bien diversifier le secteur minier. C'est que ça s'appelle une spécialisation verticale dans l'industrie pour capter des chaînes de valeur dans le secteur minier. Commençons à transformer, augmenter un peu de valeur pour prendre plus. Créer des liens que le secteur agricole, qu'on favorise la petite ferme au lieu de faire des rêves comme Bukangalozo qui a été un fiasco. On va revenir. On l'avait annoncé et on n'aime jamais être mauvais prophète. On nous traitait de mauvaises langues quand moi, personnellement, j'avais dit ça ne réussira pas et ça n'a pas réussi. Qu'on aille sur le style des petites fermes comme des styles qui existaient avant, des bois mwanda. Là, vous êtes déjà dans les secteurs de l'agriculture. Ça, j'ai pas filière par filière. Dans les services, nous avons des secteurs porteurs dans les services qu'on néglige beaucoup. Le tourisme, ça peut faire une potentialité énorme. Nous avons l'écotourisme ici, la forêt et tout l'écosystème qui peut nous lier aussi à l'environnement avec des puits carbone. C'est tout un programme, l'économie verte, où nous avons le monopole. C'est qu'on peut diversifier de l'agriculture, de mines, de services, des infrastructures. Bien sûr, il y a des secteurs horizontaux, c'est l'amélioration des conditions des affaires. Faciliter, oui, faciliter la création de richesses en créant de riches Congolais, en créant
des petites et moyennes entreprises congolaises en mettant en œuvre une loi et des mesures d'application qui est là sous la sous-traitance. Ailleurs, on l'a fait. En Afrique du Sud, ce n'est pas un secret. À la sortie de l'apartheid, les Noirs n'avaient pas de pouvoir économique. Aujourd'hui, l'actuel président de Sud-Afrique est parmi les hommes les plus riches de l'Afrique du Sud. Il a eu cet argent. Comment? On l'a accompagné. Qui sont les millionnaires, les multimilliardaires congolais? Oui, le chef de l'État en a parlé. Il a cette volonté de créer des millionnaires congolais. Au Nigeria, on en a créé avec Obasanjo. Les Dangote, les Elonoume, beaucoup de gens ont été créés. En Russie, on a créé des multimilliardaires. Les Japonais l'ont fait, les Coréens l'ont fait, les Américains l'ont fait. Ici, chez nous... C'est quoi la recette? La recette, c'est identifier les secteurs porteurs, les confier, pas dans la manière de la zaïrianisation, les accompagner. L'État doit organiser les incubateurs des entreprises, où on identifie toutes les potentialités des entreprises émergentes. Nous avons des Congolais qui ont créé des secteurs de ciment, nous avons tout ça, parce que malheureusement, toute la production actuelle est entre les mains des étrangers. Je ne suis pas xénophobe, que ce soit les banques, toutes les banques appartiennent aux étrangers. Il n'y a aucune banque qui appartient à un Congolais. Les pays ne peuvent pas abandonner un secteur aussi stratégique aux mains seulement des étrangers. Le transport, presque la même chose. Les logistiques, la distribution ici, nous avons les Indo-Pakistanais. Même qui vont jusqu'au petit commerce, ce sont les Sénégalais, les Maliens. Mais les Congolais vont s'enrichir. Comment? Quand aucun secteur national ne lui est réservé. Comment vous allez créer des riches Congolais? Rien ne lui est réservé. Ce qu'on appelle local content, c'est-à-dire la qualité des contenus nationaux. Comment accompagner les nationaux? Ça, ce sont des politiques qui doivent être prioritaires si le président Félix Etienne Tshisekedi et le Premier ministre Ilunga Lukamba veulent avoir de l'impact sur la vie des Congolais. Nous revenons à l'agriculture. Vous avez déploré l'expérience malheureuse des Bukangalonzo. Pour partir de cette expérience malheureuse, que faire dans ce secteur? Parce que l'agriculture est toujours pointée comme étant un vecteur du développement de la RDC. Et là, il faut aussi déplorer la modicité de notre budget pour arriver à investir beaucoup plus dans ces secteurs. Bon, le problème que nous avons au Congo, ce n'est pas seulement le problème de l'agriculture, c'est le problème de la vision et des politiques qui n'existaient pas, malheureusement. On agit avec des programmes. Un programme répond souvent à l'urgence. On a eu dans les cas programme alimentaire d'urgence, PAM, programme alimentaire minimum. Ça, je parle de l'agriculture. Ce sont des programmes pour répondre à l'urgence. Or, un pays ne sait pas vivre seulement d'urgence. Surtout un pays qui a beaucoup de terres agricoles que le Congo. On doit avoir une politique agricole globale par filière, développement par filière, pour organiser d'abord l'accès à la terre, la production, la transformation, la distribution. Et l'État doit s'occuper et accompagner les secteurs privés. Là où ça n'existe pas, les créer. Israël, qui vit dans les déserts, a créé des kolkhozes. Ce sont des fermes. Il faut apprendre là où ça a réussi. Il ne marche pas du frein. Mais ici, chez nous, on a voulu faire des choses grandes, du style Bokangalozo, sans savoir la chaîne de distribution sera où, la chaîne des intrants sera comment. Quand vous êtes dans l'agriculture, parce que c'était votre question, quelle est la finalité de l'agriculture? C'est donner l'accès à la nourriture. L'accès à la nourriture. C'est la nourriture. C'est simple que ça. Maintenant, vous la faites comment? Soit par autosuffisance alimentaire, c'est-à-dire vous produisez tous vous-même, soit par la sécurité alimentaire, ça signifie que vous ne produisez pas tous, vous produisez ce qui est essentiel, et le reste, vous trouvez de par le monde. Les instruments que vous allez utiliser sont différents. Vous voulez produire, il faut encourager la production. Vous voulez importer, il faut diminuer les droits d'importation pour avoir l'accès à la nourriture. Et donner aux gens l'accès à moins cher des prix d'alimentation, des accès de nourriture. Ce qu'il va falloir voir, les piodis qui arrivent, qui coûtent par exemple à l'étranger 10 $ le paquet, ne coûte pas 100 $ à Kinshasa. Ça, c'est au gouvernement de voir
l'accès à l'agriculture. L'agriculture ne s'arrête pas seulement à la production de produits agricoles. Il y a la pêche. Il y a un autre aspect, les forêts, les transformations, tout ça. C'est que c'est tout un tout qui doit être réorganisé et repensé. Repenser les petites fermes qui occuperaient la majorité des Congolais qui vivent dans les campagnes devaient être en mesure, l'État devait faciliter les dessertes agricoles pour l'écoulement dans les centres urbains de ces produits. Ça crée l'argent et ça a un grand avantage. Faire sortir l'informel et l'intégrer dans le secteur formel. Problème de politique dont vous avez parlé. Alors, vous êtes revenu sur la mobilisation des recettes qui est déficitaire. Il y a un problème de corruption dedans. Vous avez dit également qu'il y a possibilité de se passer du FMI. Matata l'a fait. Mais pour arriver à se passer du FMI et avoir un budget à la hauteur du pays, mettre fin à l'évasion fiscale, comment arriver à un tel exploit, si je peux l'appeler exploit? Bon, ça c'est une grande question, ça dépend de la vision complète de gérer un pays. Au Congo, malheureusement, on conçoit la finance publique comme une caisse. Et la plupart des ministres des Finances sont comme des comptables qui gèrent la caisse de l'argent qui prévient des régies. Leur rôle devient signé. Ça serait le rôle des trésors. Je vous ai dit que notre base fiscale dépend de notre économie qui est petite. La base fiscale ne va pas s'agrandir au lendemain comme ça, sans que l'économie s'agrandisse. Ça devient un cercle vicieux. Comment agrandir l'économie pour que la base fiscale s'agrandisse? Il faut chercher l'argent pour financer le développement. Le rôle des ministres des Finances modernes consiste à chercher l'argent, à structurer pour trouver l'argent. L'argent existe de par le monde. Comment on peut faire ça? Il y a plusieurs techniques de financement de développement. Je vous ai parlé, nous venons de faire passer 3 ans sans un budget de développement, d'investissement. Comment développer un pays si vous n'avez pas de budget d'investissement? On peut confier des concessions, ce qu'on appelle BTO, Build Operate BOT, Build Operate Transfer. Ça signifie, vous vous entendez avec ceux qui ont des moyens. Ils construisent, ils opèrent avec les Congolais, c'est-à-dire ils se font payer, et au bout de 5 ans, 10 ans, ils vous remboursent. Regardez notre aéroport de Djili. Les Go Pass donnent à peu près 50 millions par an. Ça fait beaucoup. Vous pouvez gager ça comme base de remboursement et emprunter 500 millions auprès d'une banque et construire un aéroport ultra moderne. Ça, c'est un exemple seulement pour ça. Ou bien vous pouvez carrément confier la construction de cet aéroport à un consortium qui va récupérer ces Go Pass qu'on ne sait pas où ça va, par exemple. On ferait la même chose sur les autoroutes. Une ville comme Kinshasa a besoin, par exemple, de métros. Là, il faut des PPP, les partenariats publics-privés, pas seulement les BOT, partenariats publics-privés, et même plus sécuriser les matières premières comme une garantie pour obtenir des financements. Créer une banque de financement de développement. On avait la SOFIDE qui n'existait pas. On a FPI qui était censé promouvoir l'industrie, mais quand vous regardez, FPI donne maintenant seulement, prête l'argent pour la construction de maisons et tout ça. Ça devient une banque d'habitat. Or, les FPI perçoivent l'argent, 2% du commerce. Tout ce qui entre, c'est beaucoup d'argent. C'est sa source de financement. Mais il ne fait rien dans l'industrie. Presque pas. Sinon, on verrait l'impact. Ça, ce sont des instruments qui existent, mais qui sont mal organisés. Vous prenez les assurances qui doivent jouer aussi les rôles pour sécuriser les investissements qui arrivent. Ils doivent travailler. Actuellement, le secteur est libéralisé. Les assurances. La libéralisation sans accompagnement, ça peut valoir l'anarchie. C'est-à-dire une libéralisation, on a libéralisé. Quel Congolais a bénéficié un peu de ça? On parle aussi comment promouvoir les milliardaires congolais. Vous libéralisez, mais aucun Congolais
Quand vous libéralisez au moins, il n'y a aucun citoyen congolais capable d'acquérir, vous êtes en train de céder tous les pans d'économie à l'étranger. Ne soyez pas surpris qu'aucun Congolais ne se retrouve plus dans la production. Est-ce ça les pays que nous voulons léguer à la progéniture? Non. Non. Nous sommes en train de terminer déjà l'émission. Une question encore politique, toujours qui revient à la coalition au pouvoir, professeur. Il y a des coups bas politiques. Lorsqu'on est en programme commun, il y aura un programme commun entre FCC et Cash, mais des coups bas politiques, les Congolais ont une mauvaise expérience de la gouvernance du FCC pendant 18 ans. On dit que ça a été un échec. Et il y a un nouveau pouvoir à la tête du pays qui est en coalition avec ceux qui avaient échoué. Il semble que ceux qui y avaient échoué ne voudront pas permettre la tâche facile à celui qui préfère réussir. Des combats politiques comme ça, est-ce que ça peut toujours susciter un clash? Je crois que ce qui suscite le clash, quand il y a conflit d'intérêts. En relation internationale, on a l'habitude de dire que les États n'ont pas d'état d'âme, n'ont pas d'amis, mais que des intérêts. C'est une coalition d'intérêts pour continuer à gérer ensemble. C'est comme ça qu'on peut définir cette coalition. Les anciens, avec les nouveaux, coalisent pour continuer la gestion. Il y a des contraintes de coalition. Il y a des poids et d'équilibre entre les pays. Ça va se faire comment? Bon, les couacs ne seront pas inévitables. Il y aura certainement des couacs. Si le pays doit continuer à être géré comme c'était géré avant, alors il y a un petit problème. Parce que si c'était bien géré, je crois que les candidats de pouvoir sortants auraient pu être élus. Bon, nous assistons à une réalité purement congolaise. Elle est vraiment congolaise. On vous élit un président, un nouveau président, mais avec un parlement des anciens. Ça force la coalition. Et espérons que les uns et les autres vont apprendre des erreurs du passé pour au moins se consacrer à améliorer le bien-être des Congolais. C'est tout ce que nous attendons d'eux. Professeur, nous avons pratiquement fini, mais cette question qui me vient à l'esprit, votre expertise me semble intéressante pour le Congo. Est-ce que le Congo ne vous utilise pas parce que vous refusez d'être utilisé, étant donné que vous êtes dans une organisation internationale, ou le Congolais lui-même ne vous utilise pas? Oh, je ne m'attendais pas à une question pareille, mais merci, c'est une question pertinente. Nous avons de l'expertise, nous sommes suffisamment utilisés par les institutions dans d'autres pays que nous conseillons. Nous conseillons les Congolais à l'informer. Je voudrais rappeler, vous êtes chargé du département Asie-Pacifique, un portefeuille des 62 pays. Oui, c'est énorme. Ça nous expose à donner des conseils aux pays qui émergent, parce que le développement du monde actuel, c'est l'Asie et le Pacifique. Ça nous permet d'apprendre de bonnes pratiques dans ce pays qui peuvent être utiles au Congo. Est-ce que le Congo m'utilise? Je ne pense pas. Bon, si on devait revenir pour servir le pays, c'est toujours, je crois, une noble mission de servir son pays. On a accumulé suffisamment, je ne suis pas le seul, on a certains Congolais maintenant beaucoup d'expertise, même nationale et internationale, mais on a une expertise avérée qui peut servir le pays, mais la rentrée suppose des conditions. Je ne fais pas de la politique, moi. Je n'ai pas été élu député pour m'imposer, mais si mon pays faisait appel à moi, bon, j'examinerai la question au moment opportun. Justement. Et je répondrai au moment opportun. Merci, professeur. À moins qu'il y ait un autre mot à ajouter. Le mot à ajouter, d'abord, merci de me donner l'opportunité de proposer avec vous les perspectives de cette émission. Ce Congo Web, c'est une opportunité noble. Je crois que c'est un appel au gouvernement qu'il travaille vraiment pour l'intérêt de la nation, qu'ils améliorent le bien-être des Congolais qui ont tant souffert, qu'ils nous fassent rêver ces pays très riches, mais malheureusement avec une population très pauvre. C'est un contraste qui doit cesser. Merci. Parce que
c'est utile que ça cesse. Merci. Merci, professeur. Nous rappelons que vous êtes haut fonctionnaire à l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, basée à Genève. Vous êtes chef de département de l'OMC Asie-Pacifique, 62 pays dans votre portefeuille. Vous êtes professeur d'université, ancien conseiller économique du chef de l'État. Merci d'avoir été notre invité. Merci beaucoup. Merci. Mesdames et messieurs, nous vous disons merci parce que vous étiez nombreux à suivre cette émission spéciale. Les perspectives pour le développement de la RDC, vous les avez suivies. On vous retrouve prochainement. Au revoir.